Mars 1848. La région d'Altmark connaît un printemps radieux. Un tableau idyllique en apparence seulement. Au loin, à Berlin, la révolution fait rage. Le peuple veut prendre le pouvoir. À présent, les citadins veulent porter la révolution en province et hisser le drapeau noir, rouge et or au sommet du clocher de Schönhausen. Otto von Bismarck est outré et remet de l'ordre avec l'aide de ses paysans. C'est triomphant que le grand propriétaire terrien fait hisser le drapeau prussien. L'homme sait ce qu'il veut. Pas moins de 20 ans plus tard, l'Europe tout entière le saura aussi. Bismarck ébranlera le vieil ordre, sans le peuple et sans le drapeau noir, rouge et or, mais en seigneur. Otto Eduard Leopold von Bismarck voit le jour le 1er avril 1815 à Schönhausen, dans la région d'Altmark. Sa famille fait partie de la vieille aristocratie terrienne d'Allemagne centrale. Très vite, le petit Otto apprend à estimer les privilèges de son rang. Comme le prouve cet acte de propriété, la famille von Bismarck réside à Schönhausen depuis 1563. Plus tard, c'est avec fierté que Bismarck évoquera le long règne des principes conservateurs qui gouvernaient la maison où ses ancêtres avaient vécu depuis des siècles, où ils étaient nés et où ils étaient morts. Entre les domaines familiaux de Schönhausen et de Knipow, en Poméranie, actuel Konariewo en Pologne, le petit Otto se prend de passion pour la nature et les forêts. Son père Ferdinand l'emmène souvent avec lui à la chasse à la perdrix. « Parce que tu as de bons yeux », dit-il au garçon. Otto lui voue une profonde tendresse et une grande admiration. Auprès de ce Junker attaché à ses terres, il se sent protégé. Le père transmet à Otto l'esprit conservateur et lui apprend l'art d'administrer un domaine. Sa mère, en revanche, ne goûte guère ce genre de vie. Wilhelmine Mencken est la fille d'un fonctionnaire éclairé, une femme moderne et cultivée. Elle ne veut pas que ses fils deviennent des hobereaux. Bismarck la trouve froide et dure à son égard. Il ira jusqu'à la détester. C'est en tout cas ce qu'il confiera plus tard à sa femme. Toute sa vie durant, Bismarck sera déchiré entre les valeurs de son père et celles de sa mère, entre deux destins. Une vie paisible de propriétaire terrien ou la quête du pouvoir. Sa mère souhaiterait qu'Otto devienne un haut fonctionnaire bien replet. C'est pourquoi elle envoie le garçonnet de 7 ans dans un pensionnat de Berlin. Le petit Otto souffre de la discipline rigoureuse qui y règne. On a gâché mon enfance en m'envoyant au collège de Plamanchenanstalt, qui fut pour moi comme un pénitencier. Le jeune Bismarck reprend pourtant le dessus. Il passe son baccalauréat au Grauenkloster, le lycée qui forme la future élite des fonctionnaires prussiens. Le bac en poche, il entame des études de droit à Göttingen. Il habite ici, dans la tour de cette forteresse. S'il suit la voie tant souhaitée par sa mère, son comportement en revanche a de quoi déplaire à celle-ci. En attendant, je me résigne à une existence affectée et passe le plus clair de mon temps en compagnie de ma vieille amie, la bouteille. Le jeune homme de 19 ans écrit à un ami « Je serai soit la plus grande crapule, soit le plus grand homme de Prusse. » Il se sent enfin libéré de toute contrainte, fréquente la gente féminine, boit et fait la fête. Celui qui passe pour la meilleure lame de la ville peut affronter en duel ses camarades parce que ceux-ci ont pesté contre le roi. C'est un Junker aux idées conservatrices tout autant qu'un monarchiste fervent. En mai 1832, les démocrates se réunissent à la fête de Hambach pour réclamer la liberté et l'unité de l'Allemagne. Le jeune homme n'y voit que des exaltés libéraux. Seule la Prusse monarchiste compte à ses yeux.
le moment, il s'accommode du fait que l'Autriche a supplanté la Prusse et que c'est elle qui domine à présent la Confédération allemande. Bismarck ne se sent fait ni pour les études, ni pour une existence de petit fonctionnaire. Obéir l'insupporte. Il veut ordonner. Il s'en explique dans une lettre à sa cousine. Le fonctionnaire prussien ressemble à l'instrument d'un orchestre. Il n'a aucune influence ni aperçu sur l'ensemble. Il doit se contenter de jouer sa partition. Moi, je veux jouer la musique que je tiens pour bonne, sinon aucune. Bismarck retourne vivre sur ses terres. Son père le charge de gérer le domaine familial de Knipof. Ici, le jeune homme peut enfin jouer la musique qui lui plaît. Il est le maître, à présent. Il apprécie la vie de propriétaire terrien, découvre la sylviculture, étudie les derniers ouvrages de littérature spécialisés et modernise les conduits d'écoulement de son domaine. Le jeune homme conservateur veut maintenir le vieil ordre. Il sait qu'en ces temps de révolution industrielle, il ne peut le faire qu'en fondant l'ancien dans le nouveau. Mais le turbulent Bismarck ne peut toujours pas s'affranchir de l'influence de sa mère ambitieuse. Et la vie à la campagne le laisse insatisfait. Il ne tarde pas à être submergé par l'ennui. D'aucuns rebaptisent vite Knipof, Kneipof, le troquet. Bismarck y donne des fêtes et boit plus que de raison. On l'affuble vite du sobriquet de Junker fou. J'ai 29 ans, je ne suis pas marié et je mène une existence solitaire. Je dirige mes affaires avec exactitude, mais sans intérêt particulier. Je fréquente les chiens, les chevaux et les propriétaires terriens. Je jouis d'une certaine réputation car je fume de gros cigares et saoule mes invités avec un sang-froid amical. Tel est le compte-rendu qu'il fait à un camarade d'école. C'est une femme qui le sauve de cet ennui. Bismarck rencontre Marie von Taden, au domaine voisin de Triglav. C'est une luthérienne pieuse, séduisante et sensuelle. Bismarck s'éprend éperdument de la jeune femme. Elle aussi est fascinée par cet homme, qu'elle décrit comme un phénix de Poméranie qui est un modèle de sauvagerie et d'arrogance. Mais Marie est déjà fiancée. Bismarck renonce, il ne veut pas se brouiller avec la famille de la jeune femme. Marie est la fille d'Adolf von Taden-Triglav, figure centrale d'un cercle piétiste influent de Poméranie. Les piétistes sont des luthériens très religieux qui appartiennent à l'élite et sont proches du pouvoir. Un mélange qui attire Bismarck, pourtant peu porté sur la religion. C'est qu'il nourrit à présent de nouvelles ambitions. Il déclare vouloir œuvrer à des mouvements politiques actifs. Or, l'abandon de sa carrière de fonctionnaire constitue un sérieux handicap. Les piétistes pourraient donc bien lui servir de marchepied. Bismarck met son plan en œuvre. Il rencontre à Triglav des conservateurs de premier plan tels que Ludwig von Kerlach, président de la cour d'appel de Magdebourg, et son frère, Léopold von Kerlach, un proche conseiller du roi Frédéric Guillaume IV. Les deux hommes, impressionnés par le charisme de Bismarck, lui proposent de l'aider dans sa carrière. Lors d'un voyage dans le Harz, Marie essaie de jouer les entremetteuses entre sa meilleure amie, Johanna von Punckammer, et Bismarck. Mais celui-ci ne se montre guère intéressé, son cœur est à Marie. Marie meurt à 24 ans du typhus. Bismarck est anéanti. La disparition de son grand amour change sa vie et lui fait reconsidérer sa situation. Seulement 2 semaines plus tard, Bismarck envoie au père de Johanna von Puttkamer une lettre dans laquelle il demande la main de sa fille, comme Marie le voulait. Cette lettre est son premier chef-d'œuvre de diplomatie. Il avance des arguments irréfutables pour un piétiste. Pour le choix de son beau-fils, le père de Johanna doit avoir confiance en Dieu, à défaut d'avoir confiance en lui, qu'on surnomme le Junker fou. La lettre est pétrie de sincérité et d'une religiosité consécutive à la mort de Marie. On ne parlera plus désormais du Junker fou.
C'est à l'église d'Al-Koziglo, en Poméranie, qu'Otto épouse Johanna le 28 juillet 1847. Cette union est la meilleure décision de sa vie. Johanna se fait un devoir de soutenir son mari jusqu'à l'abnégation. Bismarck vouera toute sa vie durant un amour sincère à Johanna. Ce sera le seul être en qui il aura totalement confiance. Fort de ce soutien, Bismarck peut se consacrer pleinement à sa carrière. Après le décès du père de Bismarck, le jeune couple s'installe à Schönhausen. Bismarck est plus proche de Berlin et de ses protecteurs. Il reçoit bientôt son premier poste. Après les inondations dévastatrices de l'Elbe, Bismarck a envoyé une lettre au gouvernement de Magdebourg, laissant entendre que le responsable de la catastrophe est le vieil intendant des digues. Cette lettre et l'intervention des deux frères piétistes Gerlach lui assurent le poste. Bismarck est nommé intendant des digues pour la portion de l'Elbe située entre Jerichow et Sandau. Il se jette dans son travail avec un zèle ardent et met vite au pas le service des digues. Des digues qui résisteront à l'inondation de 2002 après avoir subi plusieurs exhaussements au cours du XXe siècle. L'ascension de l'ambitieux Bismarck est alors fulgurante. En mai 1847, grâce au soutien de ses protecteurs, il est élu au Parlement de Prusse en remplacement d'un député malade. Bismarck exulte. Il pourra enfin défendre les intérêts de la noblesse et des Junkers face aux libéraux. Son premier discours fait scandale. Il est d'avis que le peuple n'a pas besoin d'une constitution, ce que la majorité de la bourgeoisie libérale réclame depuis plusieurs années. Son discours provoque une tempête inouïe de déplaisir, comme il l'écrit dans une lettre non sans fierté. Sans se défaire de sa placidité, Bismarck attend que l'Assemblée retrouve son calme. Il écrit à Johanna : « La politique m'intéresse plus que je ne pensais. Je suis dans un état d'agitation permanent qui me laisse à peine le temps de manger et de dormir. À 32 ans, Bismarck est arrivé à ses fins. Il a trouvé une épouse, une croyance ainsi qu'une vocation. Après 2 mois de session au Parlement, il a déjà acquis une réputation d'ultra-conservateur. Même le roi Frédéric Guillaume IV est conquis. Lui et Bismarck partagent le même avis quant à la Constitution. Bismarck est plus que jamais avide de pouvoir. C'est au beau milieu de cette première promotion qu'éclate la révolution de 1848. Celle-ci pourrait bien ruiner la carrière de l'antidémocrate fervent. Le 18 mars, Berlin est le théâtre de combats de rue sanglants. Les démocrates sortent vainqueurs et réclament l'unification de l'Allemagne. Bismarck rétablit l'ordre dans sa province avant de gagner Berlin. Il veut changer à lui tout seul le cours de l'histoire. Le roi de Prusse n'a-t-il pas besoin de son aide pour sauver la monarchie ? Mais Frédéric Guillaume IV cède. Afin d'éviter d'autres bains de sang, il retire ses troupes des barricades, défile à cheval dans Berlin avec le drapeau noir, rouge et or et annonce que la Prusse est prête à se fondre dans une Allemagne unifiée. Bismarck est fou de rage. Nous sommes Prussiens et nous entendons le demeurer. Il ne veut pas renoncer aussi vite à la Prusse monarchiste. Le 23 mars, il obtient une entrevue avec la princesse Augusta, belle-sœur du roi. Bismarck veut la pousser au coup d'État et renverser avec son appui le roi traître. Augusta refuse, indignée. Elle nourrira toute sa vie durant une haine féroce envers celui qu'elle qualifie de Junker déloyal et n'hésitera pas à contrecarrer ses projets. Pendant tout l'été, l'Assemblée nationale se réunit dans l'église Saint-Paul de Francfort. C'est le premier parlement librement élu d'Allemagne. Blessé,
Bismarck se retire à Schönhausen. La révolution est pour lui un choc qui déterminera toute son action politique à venir. Bismarck juge inacceptable que ceux qu'il appelle les ordures de démocrates aient autant de pouvoir. La suite des événements ne peut que satisfaire le conservateur. En Prusse, un contre-gouvernement secret gagne en influence. L'aigle prussien s'apprête à avaler le serpent de la Révolution. Au mois de novembre, le général von Wrangel pénètre avec ses troupes dans Berlin. Le mouvement démocratique mettra des décennies à se relever. Le monde de Bismarck est de nouveau en ordre. La voie pour la poursuite de sa carrière est dégagée. En mars 1850, il est élu au Parlement de l'Union d'Erfurt, qui vient de voir le jour. C'est ici, au couvent des Augustins, que sur une initiative du roi, une union des États princiers allemands doit voir le jour, satisfaisant ainsi les aspirations du peuple. Pendant quelques mois, Erfurt est gagné par l'euphorie. Bismarck, cependant, ne partage pas cet enthousiasme. Cette union lui paraît trop démocratique et parlementaire. Il ne supporte pas le brassard noir, rouge et or accroché au siège des parlementaires. Il craint par-dessus tout que les démocrates aient trop de pouvoir. En dépit d'une voix de fausset et d'une diction hésitante, ses discours sont des plus brillants. Les députés sont suspendus à ses lèvres. Pourtant, Bismarck écrit « Le plus souvent, cette farce m'ennuie profondément, car je ne vois aucun but sensé à ces palabres. » Bismarck ne séjourne guère longtemps au 33 am Hanger, dans le centre d'Erfurt. En novembre 1850, le projet d'union échoue. On rétablit la Confédération germanique qui reste dominée par l'Autriche. Une autre destination attend Bismarck. C'est empli de fierté qu'il annonce à sa femme enceinte qu'il a décroché le poste diplomatique le plus important du moment. Il vient en effet d'être nommé ministre plénipotentiaire de Prusse à la Diète de Francfort. Johanna pleure pendant 3 jours quand elle apprend que toute la famille doit déménager. C'est avec sollicitude que Bismarck lui écrit « Lève l'ancre de ton âme et prépare-toi à quitter le port natal. Je ne sais pas comment j'aurais pu supporter tout cela sans Dieu, sans toi, sans les enfants. » C'est à Francfort pourtant que le couple passera les années les plus heureuses de sa vie. C'est là que naît leur 3e enfant, Wilhelm, surnommé Bill, après Marie et Herbert. Dans leur villa aux portes de la ville, les nombreuses soirées souvent débridées sont très courues. L'occasion pour le jeune envoyé d'oublier un peu sa nouvelle mission, pour laquelle il ne se sent pas préparé. Il ne possède en effet aucune expérience dans le domaine diplomatique et ne doit cette nomination qu'au soutien de ses amis piétistes. Mais il apprend vite. Dans l'art de ne rien dire en parlant beaucoup, je fais des progrès fulgurants. Francfort sert d'école politique à Bismarck. C'est un observateur attentif et un travailleur acharné. Beaucoup sous-estiment ce Junker de Poméranie aux mauvaises manières, ce qui n'empêche pas celui-ci de poursuivre son but, conquérir la Prusse. Mais après 8 années brillantes, sa carrière est contrariée. Bismarck est nommé envoyé plénipotentiaire de Prusse à Saint-Pétersbourg. À ses yeux, c'est une mise à l'écart. Que s'est-il donc passé? À Berlin, le pouvoir a changé de main. Atteint de démence, le roi Frédéric Guillaume IV a été contraint d'abdiquer. C'est son frère le prince Guillaume, 62 ans, aux idées plus libérales, qui a repris les rênes du pouvoir. Voilà qui est loin de faire les affaires de Bismarck. Sa vieille ennemie Augusta est à présent reine. C'est elle qui écarte temporairement l'ultra-conservateur. Dans son exil russe, Bismarck tombe gravement malade. Johanna soigne avec un grand dévouement celui qu'elle surnomme Petit Otto. Elle l'exhorte de quitter la politique, cette escroquerie qui ne vaut rien, comme elle la qualifie. En vain. Bismarck a la politique dans le sang.
Loin de Berlin, Bismarck a tout le loisir de reconsidérer sa situation. En Allemagne, le mouvement national a de plus en plus d'adeptes. Bismarck comprend qu'il ne peut plus ignorer les forces démocratiques. Il se fait à l'idée d'une Allemagne unifiée et même à celle d'une constitution. Le propriétaire terrien qu'il est sait qu'on ne peut pas aller contre l'histoire, surtout quand on va faire une carrière en politique. Il aimerait être rappelé à Berlin au cœur du pouvoir, mais son vœu n'est pas exaucé. Au lieu de cela, il est expédié en 1862 comme envoyé plénipotentiaire à Paris. Il s'accorde des vacances à Biarritz. Pour sa santé physique, il prend 2 bains de mer quotidiens. Pour soigner son âme, il fréquente Katharina Orlova. Cette femme lui rappelle Marie, son amour de jeunesse. Bismarck s'éprend d'elle. Il écrit à Johanna « Je suis sûr qu'elle te plairait aussi. C'est la plus ravissante de toutes les femmes. Elle me rappelle un peu Marie von Tatten, drôle, intelligente, affable, belle et jeune. » Son mari a beau avoir oublié leur anniversaire de mariage, Johanna écrit à un ami. « Je me réjouis de tout cœur que mon cher époux ait trouvé là-bas une femme ravissante, sans la compagnie de laquelle il n'aurait jamais pris un si long repos. » Johanna est-elle à ce point altruiste? Au moment des adieux, Katharina remet à Otto un rameau d'olivier qu'il gardera toute sa vie. Dix jours plus tard, Bismarck est enfin rappelé à Berlin. Un proche lui a envoyé un télégramme. « Danger, dépêchez-vous. Le roi veut abdiquer. » Bismarck est convaincu qu'il peut l'en dissuader. Guillaume Ier est dans une situation délicate. Ses velléités libérales n'ont pas tenu longtemps. Il souhaite réarmer ses troupes. Cependant, la majorité libérale du Parlement refuse de voter les crédits militaires. La situation est bloquée. Guillaume Ier préfère abdiquer que de concéder ne serait-ce qu'un peu au Parlement. Bismarck saisit la balle au bond. Le 22 septembre 1862, il se présente au château de Babelsberg, devant son roi. Comme en 1848, il se sent appelé à sauver la Prusse et la monarchie. Bismarck propose son aide pour imposer la réforme militaire, mais aussi pour renverser le Parlement. Le roi est touché. Il est de mon devoir de tenter de poursuivre avec vous le combat. Guillaume Ier nomme Bismarck Premier ministre de la Prusse. La démocratisation du pays attendra. Bismarck cimente la pérennité de la monarchie militaire prussienne. À 52 ans, Bismarck est au sommet du gouvernement de Prusse. Il peut à présent diriger l'orchestre. L'homme a atteint ses objectifs. Pourtant, il est encore en proie au doute quand il écrit à son épouse. « Je me réveille tous les matins terrifié. Mais il doit en être ainsi. » Si, en privé, l'homme est hésitant et nerveux, il passe en public pour un provocateur, comme le prouve le 2e discours décisif de sa vie. Ce n'est pas par les discours et les votes à la majorité que les grandes questions de notre époque seront résolues. Cela a été la grande erreur de 1848, mais par le fer et par le sang. Bismarck met en acte ses paroles. Le 2 février 1864, la Prusse et l'Autriche entrent en guerre contre le Danemark. La victoire permet à Bismarck de renouer avec la confiance du peuple. Depuis 2 ans, il a réussi à devenir l'homme le plus haï de Prusse. Il règne d'une main de fer, comme il l'a promis à Guillaume Ier. Il lance le réarmement alors que le budget n'a pas été voté, viole en permanence la Constitution et abolit la liberté de presse. Quant au Parlement, il l'ignore tout simplement. La guerre lui permet de retrouver une certaine popularité. C'est la première des 3 guerres nationales qui auront lieu en 9 ans, prélude à l'unification allemande façonnée par Bismarck.
On pourrait croire que celui-ci a planifié le dénouement de longue date, pourtant lui-même évoque le destin. On ne peut pas parvenir à quoi que ce soit tout seul. Il faut attendre d'entendre le pas de Dieu résonner à travers les événements, puis s'élancer et saisir le pan de son manteau. Voilà tout. Savoir reconnaître et saisir les opportunités de l'histoire. Une qualité de Bismarck qui fait de lui un stratège, un homme politique et un seigneur de guerre hors pair. Mais c'est aussi un père inquiet pour ses enfants. Au cours de la guerre de 1870 contre la France, qu'il a lui-même initiée, ses 2 fils sont blessés. Il envoie un télégramme à sa femme. Aie parlé à Herbert et à Bill. Cheval de Bill blessé, lui sain et sauf. Herbert touché par une balle qui a traversé la hanche, pas de fracture, sera transporté ce soir auprès de moi. Bismarck et Guillaume Ier n'ont pas lancé le réarmement en vain. La Prusse remporte les 3 guerres dans lesquelles elle est engagée. Une fois encore, l'ambitieux Bismarck saisit la balle au bond. Au nom de la Prusse et sous l'autorité du roi, il peut à présent réunir les États princiers et damer ainsi le pion aux efforts démocratiques du mouvement national. Le rêve de la Révolution de 1848 devient réalité, mais pas selon le schéma envisagé initialement. Le 18 janvier 1871, dans la Galerie des Glaces de Versailles, l'Empire allemand est proclamé. Guillaume Ier est couronné empereur allemand. L'accouchement a été difficile. Toute la nuit, Bismarck et l'empereur se sont battus pour le titre « Empereur allemand » ou « Empereur des Allemands ». Bismarck écrit à Johanna « Cela fait extrêmement longtemps que je ne t'ai écrit. Pardonne-moi. Cette naissance impériale a été difficile. Les rois ont en ces moments de singulières envies, un peu comme les femmes avant qu'elles ne donnent au monde ce qu'elles ne peuvent garder. En tant qu'accoucheur, j'ai ressenti plusieurs fois l'urgent besoin d'être une bombe et d'exploser. Le peuple n'est pas convié à la naissance de l'Empire allemand. Seule une infirmière s'est égarée dans la Galerie des Glaces, laquelle, dès le lendemain de la cérémonie, retrouve sa fonction d'hôpital militaire. Désormais, Bismarck est considéré comme le glorieux fondateur de l'Empire allemand. Quand les troupes victorieuses entrent dans Berlin par la porte de Brandebourg, tout est clair. Ce n'est pas le peuple qui a révolutionné l'État allemand. Comme le dit Bismarck, « En Prusse, seuls les rois font la révolution. » Il a raison. Ce succès lui vaut d'être grassement récompensé. Il se voit accorder un titre princier ainsi que la résidence de Friedrichsruh, près de Hambourg. Ici, dans la Saxe, il peut de nouveau se consacrer à son ancienne passion, la vie de propriétaire terrien. L'homme de 56 ans travaille de plus en plus souvent à Friedrichsruh, ainsi qu'à Bad Kissingen, où il se rend pour effectuer des cures thermales. En 1871, Bismarck écrit à Katharina Orlova : « La vieillesse qui se rapproche n'a point de remède. Et si je ne ressens aucune joie, je ne nourris aucune amertume face à mon état physique et mental qui se dégrade chaque jour un peu plus. Je suis fatigué. J'aimerais tant quitter la scène et me retirer dans une loge de spectateurs. » L'homme a épuisé ses forces dans la course au pouvoir. Il est à la fois chancelier, ministre des Affaires étrangères, premier ministre de Prusse et président du Bundesrat du Nouvel Empire. Ses forces s'amenuisent, il est submergé par l'angoisse et voit des conjurations partout. Son inquiétude concernant la position de l'Empire allemand n'est pas totalement infondée. Pour la première fois depuis plusieurs siècles, un État fort se trouve au centre de l'Europe. L'équilibre des forces européennes s'en trouve ébranlé. C'est ici, dans son appartement de Bad Kissingen, que Bismarck, malade, dicte à son fils le 15 juin 1877
sa vision sur la stabilité de l'Europe. Herbert a embrassé la carrière diplomatique selon le vœu de son père en 1874. Le chancelier lui témoigne une confiance absolue. La naissance de l'Empire allemand signe pour Bismarck la fin de la guerre. Pour préserver la paix, il ébauche un habile système d'alliances et de traités. Son but ultime, empêcher la France et la Russie de signer une alliance contre l'Empire allemand. Jusqu'à la fin de son mandat, il dominera le jeu des relations étrangères avec la souveraineté d'un grand diplomate. Il ne peut toutefois s'empêcher de craindre de voir ce système s'effondrer. En politique intérieure, Bismarck reste un stratège qui sait garder la tête froide, même si son caractère se fait de plus en plus lunatique. Quand il n'arrive pas à ses fins au Reichstag, il le dissout purement et simplement. Il élève la voix, pique des crises de colère et menace de démissionner, voire de se suicider. Une fois encore, Guillaume Ier fait des concessions. Il avoue, comme il est dur d'être empereur sous Bismarck. Même au sein de ses ministères, Bismarck ne tolère aucune opposition. L'homme s'entoure de pantins. Les partis qui gênent sa politique conservatrice sont déclarés ennemis de l'Empire, sans autre forme de procès. Des années durant, Bismarck combat avec acharnement le parti du centre catholique, puis il déclare les sociodémocrates ennemis de l'Empire. Ce sont les rats du pays, et ils doivent être exterminés. En 1878, le prince Otto von Stolberg-Wernigerode est nommé vice-chancelier. Il s'inscrit dans la droite ligne de Bismarck. Sa première action est de déposer au Reichstag une proposition de loi contre les aspirations de la social-démocratie qui constituent un danger public. La loi dite antisocialiste touche de plein fouet les travailleurs. La fraction social-démocrate est maintenue au Parlement. En revanche, les syndicats, associations ouvrières et journaux socialistes sont interdits. Tous ceux étiquetés agitateurs sont passibles de poursuites. De nombreux sociodémocrates fuient la Prusse pour se réfugier dans les principautés de la Thuringe, où la loi antisocialiste est appliquée avec moins de rigueur. Bismarck, qui voit des conspirations partout, est outré. Son vice-chancelier a la brillante idée d'associer la répression politique contre les sociodémocrates à un programme social progressiste, ce qu'il pratique dans sa principauté avec succès depuis déjà plusieurs années. Mais Bismarck rejette cette proposition. Si quelqu'un doit avoir de bonnes idées, c'est lui. Le chancelier met des bâtons dans les roues à son vice-chancelier, tant et si bien que celui-ci finit par démissionner. Cela n'empêche pas Bismarck de proclamer en 1883 une ébauche de sécurité sociale pour les malades, les accidentés, les personnes âgées et les invalides, largement inspirée des propositions du prince de Wernigerode. Le chancelier récolte ainsi à lui tout seul les lauriers de la gloire. Bismarck maîtrise parfaitement l'art de manier la carotte et le bâton. Pourtant, le mouvement social-démocrate ne cesse d'enfler. Le chancelier n'a pas réussi à l'abattre. Le vieil homme ne va pas tarder à être rattrapé par le cours de l'histoire. Il continue toutefois de proclamer « Je suis d'abord royaliste, ensuite prussien, puis allemand. Je veux défendre mon roi et mon royaume contre la révolution, tant celle ouverte que celle rampante. Je me fiche des partis. » La santé de Bismarck se dégrade. Johanna est inquiète. Névralgie du visage, rhumatisme, troubles digestifs et insomnie sont les conséquences d'un goût excessif pour la boisson et la bonne chair. Johanna continue pourtant à lui faire servir ses plats préférés, préparés avec les produits de ses terres. Les dîners peuvent être gargantuesques, œufs de goéland, purée de pois, salade de concombre, filet de hareng mariné au vinaigre, poitrine de bœuf en saumure, truite au bleu avec sa sauce au beurre, asperges,
bois rôti. Et quand il y a des invités, ce qui arrive souvent, il faut ajouter le rôti de veau, la glace à l'orange et les gâteaux secs, sans oublier la boisson qui coule à flot. Bismarck pèse à présent 125 kilos. L'homme de pouvoir évite de plus en plus les apparitions publiques et préfère recevoir chez lui. L'empereur Guillaume Ier s'éteint le 9 mars 1888. Son fils, qui lui succède, ne lui survit que 99 jours. Guillaume II reprend le flambeau. C'est un jeune homme de 29 ans, impétueux et avide de pouvoir. Le nouvel empereur veut être aimé de son peuple, y compris les ouvriers. Lors des élections au Reichstag en 1890, les sociodémocrates décrochent enfin la majorité. Bismarck veut prolonger la fameuse loi antisocialiste. Guillaume II souhaite au contraire l'abroger. Le chancelier veut dissoudre de nouveau le Parlement. L'empereur souhaite se débarrasser du vieux despote. Les incompatibilités sont trop nombreuses. Le matin du 17 mars 1890, Guillaume II fait savoir que Bismarck doit se présenter au château afin de remettre sa démission. À la surprise générale, le vieux chancelier écrit sa lettre de démission et la fait remettre le lendemain par un messager. « Je suis enfin empereur », se serait écrié Guillaume II. Le voilà débarrassé de celui qui lui faisait tant d'ombre. Le 29 mars 1890, Bismarck quitte la Wilhelmstrasse de Berlin après 26 années de service. Des milliers d'Allemands sont là pour l'acclamer. Pourtant, le vieil homme parlera amer d'un enterrement de première classe. Il faut du temps à Bismarck pour s'habituer à sa nouvelle vie. Il passe des heures étendu dans les champs à regarder le ciel, comme il l'écrit. Mais il n'en a pas toujours le temps, car le retraité de Saxe reçoit nombre d'invités prestigieux. On aménage 100 mètres supplémentaires de rail à partir de la gare pour desservir son domaine de Friedrichsruh. Aux yeux de la majorité des Allemands, le fondateur de l'Empire est une légende vivante, le symbole d'un empire fort. Le 30 juillet 1892, Bismarck prononce un discours à Iéna devant des milliers d'auditeurs. Il loue les conquêtes de la Thuringe et profite de l'occasion pour prendre ses distances avec la politique agressive de son adversaire, Guillaume II. La popularité dont jouit l'ancien chancelier devient peu à peu une menace pour Guillaume II. Il ne plaît guère au vaniteux empereur qu'un autre homme d'État soit plus apprécié que lui. Afin que le peuple n'ait pas à partager sa sympathie entre lui et l'ex-chancelier, il tente une réconciliation avec Bismarck. Ce dernier n'est pas dupe et refuse tout net. Fin 1894, sa bien-aimée Johanna décède. Bismarck perd son dernier ancrage dans la vie. J'appréciais Johanna, ma vie avec elle, le bien-être au quotidien. Je lui suis reconnaissant de ces 47 années passées avec elle. Aujourd'hui, tout est ennuyeux et vide. Le 1er avril 1895, à l'occasion du 80e anniversaire de Bismarck, des milliers de patriotes se rendent dans la forêt de Saxe, comme en pèlerinage. Cela ne le tire pourtant pas de la dépression. Les honneurs qu'on lui rend l'embarrassent. Et quand il se met à pleurer, il explique que ce n'est pas l'émotion, mais que ses larmes coulent toutes seules. En septembre 1897, il effectue une dernière sortie. Il est temps que je choisisse un lieu pour établir ma dernière demeure. Ce sera dans la forêt.
point trop loin du château et facilement accessible. Même dans l'au-delà, il ne doit pas perdre contact avec la vie. Faites que je revoie ma Johanna. La belle-sœur de Bismarck recueille ses dernières paroles avant qu'il ne s'éteigne, le 30 juillet 1898. Un photographe immortalise le visage sans fard du mort. Guillaume II apprend le décès de Bismarck alors qu'il est sur son yacht privé, le Hohenzollern. Il change aussitôt de cap et revient à temps pour les funérailles. Herbert, le fils de Bismarck, ne peut le lui interdire. Il empêche toutefois que son père soit inhumé dans un mausolée à Berlin. Conformément aux clauses du testament de Bismarck, sa dépouille et celle de Johanna sont transférées en 1899 dans un caveau situé dans le parc de Friedrichsruh. Guillaume II et son vice-chancelier von Bülow abandonnent l'habile politique d'alliance conçue par Bismarck pour une vulgaire course au pouvoir. L'Allemagne est réarmée. Elle doit, comme on dit alors, se faire une place au soleil. En 1898, peu avant sa mort, Bismarck écrivait « 20 ans après ma mort, l'Allemagne s'écroulera si elle continue à être gouvernée ainsi. » Bismarck avait raison. Mais sa politique d'alliance aurait-elle pu empêcher la Première Guerre mondiale? Nul ne pourrait le dire. Son héritage sur le plan de la politique intérieure sera en revanche fatal. L'artisan de l'unité allemande laisse une nation sans volonté politique, inapte longtemps encore à la démocratie, et un peuple à la recherche d'un nouvel homme fort.